Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les quartiers verdoyants de Grey-en-Val, une banlieue cossue du Connecticut où les haies étaient taillées à la perfection et où chaque maison semblait sortir d'un magazine d'architecture contemporaine, vivait Madison Clark. À 38 ans, Madison incarnait la réussite selon les standards les plus exigeants de la côte est. Issue de la haute société new-yorkaise, diplômée de Columbia et passée par la Silicon Alley, elle avait fondé avec 2 partenaires un fonds d'investissement spécialisé dans la tech éducative. Élégante sans être ostentatoire, elle portait des tailleurs sobres mais impeccables, et conduisait une Tesla blanche comme neige. Tout en elle inspirait le contrôle, la maîtrise, la performance. Elle habitait une maison dessinée par un architecte japonais de renom, toute de verre, d'angles nets et de lignes minimalistes. À l'intérieur, tout était épuré, meubles scandinaves, œuvres d'art contemporain, domotique dernier cri. Rien ne dépassait. Rien n'était laissé au hasard. Sauf une chose. Peut-être la plus importante de toutes, le silence de son fils. Ethan, 7 ans, était son unique enfant. Son miracle. Et sa douleur la plus vive. Diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans, après des mois de soupçons et de consultations confuses, Ethan n'avait jamais prononcé un seul mot intelligible. Il émettait parfois des sons, mais il semblait flotter dans un monde qui n'appartenait qu'à lui. Il ne répondait pas à son prénom, fuyait le regard des autres, et passait des heures à aligner des jouets, à tourner les pages de livres illustrés avec une minutie presque religieuse, ou à faire tourner les roues d'une petite voiture comme si la répétition elle-même était une prière secrète. Madison avait tout essayé. Des orthophonistes renommés à New York, des ergothérapeutes spécialisés à Boston, des écoles privées qui coûtaient autant qu'un semestre à Harvard. Elle avait même suivi des retraites de communication consciente pour mères d'enfants neurodivergents. Mais rien ne semblait atteindre Ethan. Il restait enfermé dans sa bulle, et chaque échec resserrait un peu plus l'étau autour du cœur de Madison. Son mariage n'avait pas survécu à cette pression invisible. Son ex-mari, Daniel, avait fini par partir en disant qu'il se sentait inutile, effacé, qu'il n'était pas de taille à affronter ce quotidien-là. Il avait refait sa vie avec une collègue plus jeune, pendant que Madison, elle, tenait debout à force de discipline et de nuits blanches. Elle s'était construite une forteresse autour de sa douleur. Elle contrôlait tout, sauf ce qu'elle voulait le plus maîtriser, la voix de son enfant. À force de fatigue, elle finit par céder sur un point qu'elle considérait comme secondaire, le quotidien domestique. Une voisine lui recommanda une femme de confiance. Sans pose trop de questions. Madison accepta. C'est ainsi qu'arriva Grace Thompson, une femme noire d'une 40aine d'années, à la peau sombre et au regard calme comme une rivière après la pluie. Elle avait ce genre de présence qui n'envahit jamais l'espace, mais le transforme silencieusement. Chaque matin, elle franchissait la porte avec la même ponctualité, la même discrétion. Elle ôtait ses chaussures avant d'entrer, parlait peu, travaillait vite et bien. La maison, déjà impeccable, devint apaisée. Mais ce que Madison ne remarqua pas immédiatement, c'est la façon dont Grace regardait Ethan. Elle ne le regardait pas avec pitié, ni avec peur, ni même avec cette gentille distance qu'adoptaient souvent les adultes autour d'enfants autistes. Non. Grace l'observait comme on observe quelque chose de précieux, comme si elle écoutait au-delà du silence. Elle nettoyait sans bruit, mais elle parlait doucement. À lui, en murmurant presque. Des phrases simples, des mots courts, dans des langues étrangères. Parfois, c'était de l'espagnol. D'autres fois, un anglais étrange, musical, que Madison ne reconnaissait pas. Une fois, elle crut entendre des sons qui ressemblaient à du chant. Mais Madison, absorbée par ses appels Zoom, ses didelines, ses doutes, n'y prêta pas attention. Elle considérait Grace comme une aide précieuse, mais remplaçable. Une présence rassurante, certes, mais silencieuse. Une femme simple. Elle ne savait pas encore que cette femme portait en elle des mondes entiers. Et encore moins qu'Ethan, derrière son mutisme apparent, les entendait. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles rousses dansaient sur l'allée de pierre blanche, Madison décida de rentrer plus tôt que prévu. Une réunion annulée à la dernière minute, une lassitude inhabituelle, ou peut-être une intuition. Elle ne savait pas trop. Elle gara sa voiture devant la maison, coupa le moteur, et resta un instant dans le silence, les mains sur le volant. Puis elle entra. En poussant la porte,
aucun bruit ne lui parvint. Elle avança dans le couloir, posant ses talons doucement sur le parquet. Quand elle arriva à hauteur du salon, elle s'immobilisa. Littéralement. La scène qu'elle vit la frappa comme un éclair. Ethan, assis en tailleur sur le grand tapis tissé, n'était pas en train de tourner des pages, ni d'aligner des objets. Il fixait Grace, intensément, comme s'il buvait chaque mot, chaque geste. Elle était accroupie devant lui, tenant dans ses mains un petit tambourin coloré. Le soleil filtrait par la baie vitrée, illuminant la scène d'un halo presque irréel. Et puis elle entendit les mots. Pas ceux de Grace, mais ceux d'Ethan. Une voix douce, hésitante, mais bien réelle. Une voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il répétait. Zaijian. Le mot flotta dans l'air comme une bulle de savon. Du mandarin. Grace, souriante, le corrigea doucement, prononçant la syllabe plus lentement, en modulant le ton comme une mélodie. Ethan répéta, un peu plus juste. Puis elle changea de langue. Asante. Asante. Répéta Ethan, concentré, les yeux brillants. Merci. Merci. Swahili. Français. Puis japonais. À chaque fois, Ethan imitait, pas à la perfection, mais avec un engagement si profond que Madison en eut les larmes aux yeux. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait qu'un miracle était en train de se produire sous ses yeux. Sans réfléchir, elle entra dans le salon, sa voix tremblante, entre la colère, l'incompréhension et l'espoir. Qu'est-ce que vous lui faites? Grace leva les yeux vers elle. Elle se redressa lentement, en posant calmement le tambourin sur le tapis. Son visage était paisible, mais son regard était sérieux, presque grave. Je lui parle. Mais, il parle. Il ne parle jamais. Et là, il comprend? Il répète. Oui. Parce qu'il entend tout, Madame Clark. Depuis toujours. Le silence se installa. Seul le tic-tac discret de l'horloge murale rappelait que le monde continuait de tourner. Je crois qu'il pense en son. En rythme. Peut-être même, en musique. Les mots, pour lui, ne sont pas des outils logiques. Ce sont des vibrations. Des couleurs. Et les langues étrangères, surtout celles qu'il ne connaît pas, l'attirent. Elles le réveillent. Elles l'apaisent. Madison chancela légèrement. Elle s'assit sur le canapé, incapable de détacher ses yeux de son fils, qui touchait à présent les touches d'un petit xylophone avec une douceur infinie. Expliquez-moi. Je veux tout savoir. Alors Grace lui raconta. Elle était née à la Nouvelle-Orléans, d'un père professeur d'histoire afro-américaine et d'une mère chanteuse de jazz dans les clubs de Bourbon Street. Très tôt, elle avait baigné dans les mots, les rythmes, les langues et les silences. Son père lui parlait de l'héritage africain, de la mémoire enfouie dans les chansons des esclaves, du pouvoir du langage. Sa mère lui apprenait à écouter les silences entre les notes. Brillante, passionnée, elle avait étudié la linguistique, puis s'était spécialisée en neurolinguistique à l'Université de Chicago. Elle avait publié des articles sur la musicalité du langage chez les enfants autistes, participé à des programmes innovants mêlant musique et apprentissage. Elle était connue dans certains cercles. Respectée. Invitée à des conférences. Et puis, un soir d'hiver, tout s'était effondré. Un accident. Une route verglacée. Son mari, Aaron. Son fils, Malik. Tous deux morts sur le coup. Elle, seule survivante, grièvement blessée, brisée à l'intérieur. Après cela, elle avait quitté tout ce qui la liait à sa vie d'avant. Elle avait vendu sa maison, fermé ses comptes professionnels, refusé les invitations, les postes, les entretiens. Elle était devenue une ombre. Gréanval avait été un refuge. Elle n'y connaissait personne. Elle avait accepté des petits boulots discrets, aide à domicile, femme de ménage, cuisinière. Pas pour survivre financièrement, elle avait de quoi vivre modestement. Mais pour ne plus exister aux yeux du monde. Je ne voulais pas que ma douleur devienne une monnaie, dit-elle doucement. Je ne voulais pas qu'on me définisse par mes pertes. Madison l'écoutait, bouleversée, sans savoir si elle devait pleurer ou se confondre en excuses. Vous auriez dû me le dire. Peut-être. Mais je ne voulais pas vous impressionner. Je ne cherchais pas un poste. Je cherchais du silence. De la Pikes. Elle regarda Ethan, qui la fixait à présent,
comme s'il devinait que quelque chose venait de changer dans la pièce. Mais votre fils m'a ramené à la vie. Ce fut à ce moment-là que Madison comprit que son monde venait de basculer. Pas seulement à cause des mots prononcés par Ethan, mais parce qu'elle venait d'apercevoir, dans cette femme qu'elle croyait invisible, une lumière qu'elle n'avait pas su voir. Une lumière rare, authentique, puissante. Un espoir qu'elle n'avait plus osé espérer. Dès le lendemain matin, Madison invita Grace à s'asseoir dans la véranda, un carnet à la main, les yeux brillants d'une énergie nouvelle. « Je ne veux plus qu'Ethan survive en silence. Je veux qu'il vive en couleur. Vous l'avez réveillé. Aidez-moi à l'accompagner. Je veux que vous deveniez sa tutrice. Officiellement. À plein temps. » Grace, surprise, hésita. Son passé, encore fragile, lui faisait redouter toute attache. Mais en pensant à Ethan, à son regard concentré, à sa manière de chanter les mots au lieu de les dire, elle comprit que quelque chose d'irréversible s'était produit. Elle accepta. Ensemble, elles bâtirent un programme sur mesure. Pas un emploi du temps rigide, mais une partition fluide, vivante. Grace appela cela l'école du cœur. Le matin, c'était l'allemand, structuré, précis, presque rythmique. Elle lui enseignait en cuisinant, en nommant les ustensiles et les ingrédients. À midi, pendant le déjeuner, elle passait à l'arabe, langue qu'elle associait à la chaleur, aux histoires anciennes. Les sons gutturaux faisaient rire Ethan. L'après-midi, c'était l'italien, expressif, musical, ludique, parfait pour accompagner les jeux, les balades dans le jardin. Le soir, au moment du coucher, elle lui murmurait des mots en wolof, sa langue d'âme, qu'elle avait apprise par amour autrefois. Elle lui chantait des berceuses douces, des poèmes qu'il répétait dans un souffle. Ethan ne parlait pas comme les autres enfants. Il ne parlait même pas, selon les standards classiques. Mais il communiquait. Avec ses mains, ses yeux, son corps. Avec des mots épars dans toutes ses langues, parfois inventés, parfois chantés. Il dessinait des lettres dans l'air, écrivait sur de grandes feuilles des signes étranges, qu'il expliquait ensuite avec un mélange de gestes et de sons. Il nommait le monde à sa manière, et surtout, il souriait. Ce sourire-là, Madison ne l'avait jamais vu auparavant. C'était un sourire d'ancrage, de joie vraie, d'appartenance. Et quelque chose changea aussi en elle. Madison, qui avait toujours voulu maîtriser la vie de son fils, le corriger, le faire entrer dans les cases du monde ordinaire, commença à le suivre plutôt qu'à le guider. Elle se mit à apprendre quelques mots de wolof, à chantonner en arabe. Elle prenait des notes. Elle demandait à Grace d'expliquer, encore et encore, comment fonctionnait ce miracle. Un jour, elle dit « Il ne faut pas que ce qu'il vit reste dans notre maison. Il faut que d'autres enfants, d'autres parents sachent que c'est possible. » C'est ainsi qu'elle lança une fondation, qu'elle baptisa « Voix du monde pour les enfants qui pensent en musique ». Grace en devint la directrice pédagogique. Elle accepta avec humilité, posant toujours les enfants au centre, refusant les interviews, fuyant les projecteurs. Mais l'histoire se propagea. Elle bouleversa. Ella inspira. Les médias en firent un documentaire, The Nine Languages of Ethan. On y voyait un enfant différent, mais libre. Un enfant qui, grâce à une voix douce, avait retrouvé son propre chant. Des années plus tard, dans une grande salle de conférence à Kyoto, Ethan monta sur scène. Il avait grandi. Ses gestes étaient toujours un peu atypiques, mais pleins de grâce. Son regard était franc, direct, profond. Il prit la parole. Hello. Konnichiwa. Buenas tardes. Il parlait dans un mélange fluide d'anglais, d'espagnol et de japonais. Parfois, il s'arrêtait pour dessiner un mot au tableau. Parfois, il chantait un terme pour l'expliquer. Son exposé portait sur la musicalité du cerveau. Il disait « Chaque cerveau a une mélodie. Et parfois, il faut écouter plus lentement, plus profondément, pour entendre ce que les mots ne disent pas. » Au premier rang, Grace, silencieuse, l'observait. Elle ne prenait pas de notes. Elle ne souriait pas exagérément. Mais dans ses yeux, une larme coula. Discrète. Authentique. Une larme de gratitude, pure. Elle ne voulait pas la lumière. Elle ne l'avait jamais cherchée. Mais ce jour-là, elle sut qu'elle avait été l'étincelle d'une symphonie.
Car parfois, il suffit d'une voix douce, d'un regard patient, et d'une langue inattendue, pour transformer un silence en symphonie, et pour rappeler au monde que chaque enfant porte en lui un chant unique, qu'il nous appartient d'apprendre à écouter.